Mesdames et messieurs, chers amis, merci de cette invitation qui est une suite tout à fait normale de la coopération que nous avons entamée, ma chère Laurence, avec nos amis en plus du CNI, et qui essaye d'être un moyen de répondre aux attentes des orateurs de la table ronde précédente, c'est-à-dire de constituer des petites sociétés, petites. L'embryon est une petite chose, mais il y a tellement de puissance dedans. Des sociétés de résistance, à la fois un pied dedans et un pied à part, des choses du tumulte du monde, et nous y arrivons plutôt bien. Je veux dire devant tout le monde ici, et devant mes amis du mouvement conservateur, que les premiers temps de coopération entre nos trois mouvements se passent aussi bien que possible. Et que si tout le monde pouvait être animé de la même volonté de travail, d'union, de coopération active et de transparence, les choses iraient mieux. Je n'en dirai pas plus à ce stade, votre président nous expliquera tout ça le moment venu. Je viens vous parler ce matin dans un contexte que vous connaissez, je n'y reviens pas, mais qui rend encore plus opportun le fait de se réunir autour des quelques valeurs qui politiquement expliquent notre action politique et nous rassemblent. Je voudrais vous dire deux choses préliminaires à ce sujet. La première, c'est que j'enrage d'entendre parler sans cesse de la République et jamais de la France. Quand j'entends Madame le Premier ministre nous expliquer que... Ne me demandez pas de dire Madame la Première ministre, j'en suis incapable. Vous pouvez me demander beaucoup de choses, mais pas ça. Quand j'entends Madame le Premier ministre expliquer que quand on attaque l'école, c'est la République qu'on attaque, j'ai presque envie de lui rétorquer, Madame, c'est bien plus grave que ça, c'est la France qu'on attaque. Et d'une certaine manière, la France est bien plus grande que n'importe quel des régimes qui l'ont animée et qui l'ont organisée, c'est vrai aussi de la République. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est que je sens arriver le moment où l'émotionnalisme va saturer mes oreilles. Surtout quand il sert de cache-sexe à la volonté politique de ne rien faire. Je ne sais pas auquel de nos amis on doit cette expression qu'en face des bombes on répond par des bougies, des marches blanches et des projecteurs sur les monuments nationaux. Alors c'est très bien, c'est tout à fait respectable, mais en attendant, ça ne change rien. La réalité, c'est que nous n'arrivons pas à dire des choses simples. J'entendais ce matin l'imam Chalgoumi, l'imam de Drancy, que vous connaissez tous, qui est un homme tout à fait respectable et parfaitement honnête, et qui disait au fond, tout ce qui nous arrive en ce moment, que ça soit en Palestine ou ici, eh bien, ça n'est pas d'islam. Alors ça, vous avez entendu ça à chaque fois. C'est vrai que ce n'est peut-être pas l'islam, en tout cas c'est le Coran. Alors je laisse le soin aux experts de distinguer entre l'islam et le Coran, je leur souhaite bon courage. En tout cas, moi je considère que quand c'est dans le Coran, c'est l'islam. Et notre premier combat intellectuel de ce temps consiste non pas à m'originer les musulmans, mais à nous attaquer à l'islam comme système. Et à essayer d'en démontrer les impasses, les contradictions, et tout un tas de choses qui sont absolument insupportables, non pas dans le comportement de la majorité des fidèles musulmans, mais dans les textes qu'ils considèrent comme leurs textes sacrés. Car le fond du problème est là. Et tant qu'on n'aura pas collectivement identifié cette question, nous ne traiterons pas la présence de l'islam conquérant en France et nous n'y résisterons pas. Voilà un combat essentiel, lié aux questions migratoires, c'est évident, mais pas seulement, mais qui ne devrait pas nous empêcher de voir deux autres questions essentielles qui rejoignent parfaitement le thème de la table ronde précédente et l'intervention de M. Bland ici présent. Ces deux choses qui sont, de mon point de vue, absolument indispensables à identifier comme objet d'action et motif de combat dans les campagnes qui viennent et au-delà des campagnes électorales plus largement. Pourquoi sommes-nous ici ? Parce que nous voulons restaurer une France pacifique, prospère, consciente de son héritage et de sa mission. Voilà pourquoi nous y sommes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut à peu près tout remettre à plat, pour dire les choses un peu rapidement, mais vous me permettrez de faire quelques secondes de philosophie simplement. C'est un de mes marottes que je partage avec votre présidente, entre autres.
il faut s'interroger sur les conditions de possibilité de cette affaire. Et j'observe que la Commission européenne, puisque nous sommes là aussi pour évoquer les questions européennes aujourd'hui, détruit la possibilité pour la France de redevenir prospère et pacifique par deux biais. Ces deux biais qui doivent être, de mon point de vue, les deux axes majeurs des campagnes électorales et des campagnes politiques à venir. Le premier, c'est la défense des libertés. Le deuxième, c'est la préservation de notre modèle social. Je commence par le second. La France a une place particulière en Europe pour des tas de raisons, mais pour ceci que, dans ce qui a fondé la politique, les politiques socio-économiques du XXe siècle, il y avait à la fois une très grande ambition industrielle et financière, une très grande liberté de manœuvre, d'ailleurs parfois un peu trop grande, tout ça étant hérité du XIXe siècle industriel, et une très forte influence du catholicisme social qui commence à la fin du siècle dernier, qui se poursuit bien au-delà de la Deuxième Guerre mondiale. Cette espèce d'équilibre a fait notre pays. C'est en France qu'ont été inventés par les patrons chrétiens à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, les allocations familiales, la protection sociale, la mutuelle, l'assurance maladie. Tout ça sont des choses que nous avons inventées. Nous avons découvert en France une manière un peu particulière et beaucoup trop marxiste, c'est vrai, mais cette idée de la participation que nous avons essayé de défendre, alors certains de nos voisins sont bien meilleurs que nous dans l'exercice, mais ça fait partie de notre tradition, c'est-à-dire l'entrée des corps intermédiaires dans tous les centres de décision, particulièrement dans les entreprises. Nous avons imaginé un modèle de répartition des richesses et de participation, de discussion de cette répartition qui nous correspond au fond, parce que c'est notre tradition et notre histoire. Mais ce modèle repose sur la capacité de créer suffisamment de richesses pour le porter, pour le financer. Ce qui veut dire d'abord qu'on ne supporte pas davantage d'allocataires que ce qu'on peut, et deuxièmement que nous gardons le pouvoir de créer les richesses parce que nous avons des entités économiques qui permettent de les créer. Et les deux politiques les plus massives, il y en a d'autres, M. Bayesser l'a rappelé il y a quelques instants, mais ces deux-là, la politique économique et la politique migratoire, qui relèvent effectivement, pour une très grosse partie en tout cas, de la compétence européenne, les politiques européennes vont dans un sens contraire aux intérêts de notre pays. Parce que, à la fin, à force de nous appauvrir, en empêchant nos industries de nouer des accords, de passer des accords de partenariat, des participations de capital croisées, des restructurations industrielles importantes, en bradant notre patrimoine industriel, en ne permettant pas que des géants européens se constituent pour résister aux géants chinois ou américains, eh bien, le pays que nous sommes est en train petit à petit de perdre sa capacité à produire des richesses de manière durable. Étant entendu que l'ancien métallurgiste que je suis considère que la seule manière durable de produire des richesses, c'est l'industrie. Et donc, cette première offensive contre notre prospérité, comme je vous le disais, nous empêche en réalité de retrouver des moyens grâce auxquels nous pourrons retrouver un peu de paix sociale et un peu d'équilibre. Alors vous me direz, les dirigeants français ont largement contribué tout seuls à brader notre patrimoine industriel, et c'est très vrai. Et beaucoup d'ailleurs en ont profité à titre individuel, y compris quelques-uns qui sont encore dans les instances gouvernementales ou à l'Élysée, ce qui relève d'un scandale pur et dur. Et je me permettrai de nommer ici, j'assume parfaitement, de voir que le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, est encore en poste, alors qu'il a trempé de manière scandaleuse dans des affaires d'abus de biens sociaux qui a impliqué sa famille. Je trouve que c'est, comment dit-on, vomitif, on peut dire ça, en tout cas c'est assez clair. Pareil pour les politiques migratoires. La France n'est pas, contrairement à ce qu'on ait pu dire historiquement, un pays de migration tant que ça. Elle l'a été dans certaines périodes de son histoire, mais d'abord c'est récent, et deuxièmement ça n'avait jamais été aussi massif. On a raison de dire, quand on est plutôt sur le côté gauche de l'échiquier politique français, qu'une partie des politiques migratoires qui sont décidées en France l'ont été avec la complicité objective du patronat il y a 50 ans. C'est parfaitement exact. Et il faudrait tout de même s'en souvenir, parce que si nous n'avions pas capitulé à l'époque, je pense que nous serions dans une autre situation. Néanmoins, il n'empêche qu'entre
les migrants qu'on faisait venir à l'époque pour remplir nos usines et les faire tourner à des prix et des coûts de salaire qu'on voulait maintenir relativement bas, puisque c'était ça l'objectif. C'est substituer maintenant cette immigration de masse qui n'a plus de justification ni économique, ni démographique, ni industrielle, ni de rien du tout. Et nous ne pouvons plus en supporter les conséquences. Ça ne veut pas dire que nous devons nous désintéresser des questions migratoires, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a dit non possumus, comme les papes, pas tous, ça ne veut pas dire pour autant que nous sommes déchargés de toute forme de responsabilité. Nous sommes attachés, nouveaux conservateurs comme nous, à la coopération nord-sud, au développement local des pays d'origine de l'immigration, à la transformation de valeurs là où les populations vivent, etc. Et nous devrons travailler à ça. Mais en attendant, ces politiques migratoires ne sont plus supportables et nous devons effectivement travailler à ce qu'elles s'arrêtent. Voilà les deux raisons pour lesquelles notre modèle social est en danger. La conséquence est très simple. Mesdames et messieurs, chers amis, nous avons tous grandi dans cette idée simple que chacun des citoyens français pourrait bénéficier d'une assurance chômage quand il n'aurait plus de travail, de la relative gratuité des soins médicaux, on va dire relative parce qu'on paye quand même des cotisations. Enfin, ça nous revient moins cher que le coût réel, Dieu merci, comme les transports publics d'ailleurs et tout un tas d'autres choses. Nous avons grandi dans l'idée que nos retraites étaient garanties et que nous pourrions avoir ce système de protection comme ça qui se présente à nous et dont nous profiterions. Pas jusqu'à la fin des temps, parce que rien n'est immortel dans ce bas monde, mais enfin pas les systèmes sociaux. Enfin, je ne pensais pas devoir un jour dire devant une assistance comme vous que les différents aspects, les 4 éléments du système social français sont les uns après les autres en danger. Et le danger, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au système universel à la française, qui a été évoqué tout à l'heure, peut se substituer petit à petit un système privé, individuel, de marché, ce qui serait contraire à nos intérêts, à notre culture et à notre tradition. Et voilà ce que Bruxelles est en train de favoriser contre l'intérêt du peuple français. Nous avons donc, première mission, une mission essentielle de défense de notre modèle social français. Donc il ne s'agit pas de contrer les politiques migratoires pour contrer les politiques migratoires, ce qui n'a aucun sens. Il ne s'agit pas de défendre la création de richesse pour défendre la création de richesse, ce qui n'a aucun sens. Il s'agit de se dire, et sur les questions migratoires, et sur la question de la prospérité et de la création de richesse, nous voulons préserver notre modèle social français. Parce que c'est comme ça que nous voulons vivre, et c'est comme ça que, je crois, nous pouvons restaurer un peu de paix sociale dans notre pays. Le deuxième élément, je termine par là, c'est la question des libertés. Et là encore, je n'imaginais pas devoir un jour attaquer l'État devant le Conseil d'État pour faire établir le droit d'aller à l'église le dimanche. Et très franchement, nous avons obtenu cette réhabilitation, non sans peine. Mais quand je vois la manière dont ces grandes instances internationales évoluent, et la Commission de Bruxelles en est une, incontestablement, supportée par les très gros opérateurs financiers, M. Engels disait tout à l'heure, qui ont plus de pouvoir que n'importe quel césaropapisme ancien, eh bien, j'essaye de faire l'inventaire de tout ce qui, dans notre vie quotidienne, est raboté peu à peu. Je ne reviens pas sur la gestion de la crise sanitaire, alors je ne vais pas entamer tout de suite le débat sur le vaccin, ma chère Laurence, parce qu'on ne s'est pas couché. Il y a une chose qui est certaine en tout cas, c'est que l'ancien vice-président de la commission des lois qui vous parle de l'Assemblée nationale ne pouvait pas imaginer une seule seconde qu'on pourrait être sanctionné dans notre pays pour n'avoir pas fait quelque chose qui n'est pas obligatoire. Ça, franchement, c'est un concept de droit qui a tendance quand même à m'échapper. Je ne pensais pas qu'on pouvait voir son contrat de travail suspendu, sans indemnité, sans bénéficier de son salaire, sans avoir le droit d'être inscrit au chômage, sans autre forme de procès, sans avoir commis de faute professionnelle. Ça non plus, je ne pensais pas le voir une fois dans ma vie. Je ne pensais pas entendre un gouvernement qui nous explique au fond, regardez, nous avons sauvé les restaurants parce que nous avons réussi à ce qu'ils ne ferment pas, alors qu'ils seraient restés ouverts si nous n'avions nous-mêmes pas fermé ces restaurants. Voilà, grosso modo, quelle était la politique du PGE
Et j'en ai comme ça beaucoup d'autres à votre disposition. Au-delà du sourire, et ce serait drôle si ce n'était pas si triste, comme je dis parfois, ce qui est en jeu, c'est bien tout ça. La crise sanitaire a été emblématique de ces attaques contre nos libertés. Je ne suis pas sûr qu'elle ait été organisée, voulue, planifiée. C'est Michel Rocard, je crois, qui disait qu'il faut, quand on veut interpréter les événements défavorables, il vaut mieux faire confiance à la méchanceté qu'au complot, parce que le complot, c'est plus difficile. Mais que des gens qui ont un agenda contraire à nos intérêts et profiter de cette circonstance, ça n'est absolument pas douteux. Que veut dire profiter de cette circonstance? D'abord, ils ont réussi à faire en sorte que nous ne sortions de chez nous qu'avec notre autorisation écrite dans notre poche, écrite par nous-mêmes avec notre crayon. Comme je dis de temps en temps, la dernière fois que j'avais signé un papier de cette nature, c'était en imitant la signature de mon père pour expliquer que j'étais pas en cours la veille au collège. Je signais des trucs pour m'autoriser à sortir. Vous voyez, c'est pour vous dire dans quel degré de régression ça nous a fait plonger. Et nous n'avons rien dit. Nous avons laissé, sauf exception, ces soignants qui refusaient de se faire vacciner aller au carton et d'ailleurs vivre encore aujourd'hui pour beaucoup d'entre eux dans des conditions insupportables sur le plan matériel et quasiment traités comme des parias de la société. Et nous n'avons pas dit grand-chose au fond. Nous avons laissé le droit se faire tordre par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel au mépris des principes les plus élémentaires de notre Constitution et de nos règlements publics. Nous n'avons rien dit. Monsieur Breton est en train de nous expliquer qu'il va supprimer Twitter du continent européen, enfin X maintenant, parce qu'il pourrait y avoir des fake news sur Twitter. Sans blague. Il pourrait supprimer aussi les sites d'information du gouvernement, parce que comme ça on gagnerait du temps. Mais très franchement, voilà ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux et nous ne disons rien. Notre liberté de culte est entamée, nous ne disons rien. Notre liberté de travailler est entamée, nous ne disons rien. Liberté de conscience est entamée parfois, nous ne disons rien. Et donc il n'y a pas de raison que nos adversaires qui veulent absolument nous réduire à des pions, producteurs le jour, consommateurs le deuxième tiers de la journée, qui dorment et qui se taisent le reste du temps, tout ça, ça leur va très bien. Et donc ce que je veux vous dire ce matin, c'est que nous pouvons mener toutes les politiques publiques que nous voulons, si pertinentes soient-elles, nationales ou européennes. Si nous n'avons pas, non seulement la liberté de les choisir, mais la liberté de les vivre au quotidien, alors je vous le dis, tout ça ne sert à rien. Donc ne nous trompons pas d'essentiel. Nous avons un combat à mener pour la défense de notre modèle social. Alors vous allez me dire, oui, le modèle social français, il est trop cher, il y a des tas de gens qui en profitent qui ne devraient pas, il y a des fraudeurs, d'ailleurs ça nous coûte un pognon fou, etc. Oui, tout c'est vrai. Ça c'est vrai. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas le réformer. Je suis en train de vous dire que même ceux qui trouvent que c'est trop cher, quand il s'agit de ne pas payer la facture de l'hôpital après quelques jours de présence dans un service ou un autre, sont assez contents de pouvoir bénéficier de la solidarité nationale. Même ceux qui trouvent que c'est trop cher sont assez contents de pouvoir envoyer leurs grands-enfants dans les écoles de commerce, dont je rappelle qu'elles sont subventionnées à près de 80% par l'argent public, donc la solidarité nationale, etc., etc. C'est ça, le modèle social. Mais pensons à nos libertés. Pensons à nos libertés. Monsieur Breton sera peut-être, j'entends, la tête de liste du mouvement Renaissance aux prochaines élections européennes. Il ne faut pas qu'il s'en remette. Je vous le dis très franchement. Il ne faut pas qu'il s'en remette parce que reprenez ces déclarations si vous n'avez rien à faire ce soir en rentrant chez vous. Allez voir sur Google les tombereaux de bêtises qui sortent à longueur de semaine et que nous avons le devoir de lui rappeler parce que, encore une fois, on peut avoir des désaccords sur beaucoup de choses. Sur nos libertés, ce n'est pas une question de désaccord ou d'accord, c'est une question de principe, de moyens, de conditions de possibilité. Il n'y a pas de société possible si ceux qui y vivent ne sont pas libres. Or, on est en train de supprimer nos libertés. Voilà quel sera notre combat des prochains temps, auquel je me permets de vous convier, mais de toute façon pas très loin, et ce qui est sûr, c'est que nos adversaires ne nous contraindront ni à nous asseoir, ni à nous taire. Bon travail et bonne journée. Merci à tous.